Donc bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus sur donc, ce webinaire magnifiquement organisé par le CRIP, qu'on remercie évidemment au passage. Alors aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que on va parler de la Smart Data Fabric, mais on ne va pas s'apesantir sur le sujet. Le but étant, et je pense que c'est aussi pour ça que vous êtes, pour beaucoup d'entre vous, venus, c'est l'occasion pour nous d'avoir un témoignage d'un de nos clients, en la personne de Benoît Holbeck, qui travaille pour les VNF, et à qui je vais passer la parole dans vraiment quelques minutes. Donc moi, je vais vous présenter les enjeux en fait de la Data Fabric, en me permettant, même si évidemment, j'imagine que connaissez déjà l'histoire. Donc, au risque de vous raconter une histoire que vous connaissez déjà, hein, euh, je vais me permettre de faire une brève histoire de l'architecture des données. Donc, à la création, il y a le système, bon, monolithique, et donc tout est censément plus simple, puisqu'il y a un seul système. Et puis, on lui fait jouer tous les rôles, à la fois les rôles de transaction sur les opérations, et puis évidemment l'analytics, qu'on appelait déjà analytics, le fait de pouvoir faire du reporting et puis d'analyser ces données pour optimiser le business. Alors, qu'on soit bien d'accord, il ne s'agit pas d'un âge d'or. Sans ça, les choses seraient restées telles quelles. Les performances, évidemment, entre les requêtes décisionnelles et puis les requêtes transactionnelles, étant par nature, venant en concurrence par nature, ça a eu des impacts assez significatifs sur les performances, ce qui fait que petit à petit, rapidement, on a décidé de disjoindre, en fait, de séparer, de commencer à séparer ce qu'on appelle les préoccupations, mais le métier, en fait, entre ce qui est transactionnel et ce qui doit être décisionnel. Alors, dans ce cas, c'est peut-être ça, le système idéal. Eh bien, non plus, puisqu'en fait, on le voit, les systèmes ne sont pas totalement disjoints, et pour cause, on a eu besoin quand même de partager un certain nombre d'informations, notamment le modèle de données. Et donc, si la séparation a eu lieu à l'échelle, on va dire, logicielle, donc sur la partie logique, elle n'a pas eu lieu nécessairement toujours sur la partie physique. Et on est encore sur des systèmes qui ne sont pas scalables, donc autrement dit, qui ont du mal à supporter les montées en charge. Et donc, on a sans arrêt besoin de recourir à des scalabilités verticales. Bon, scalabilité, mais ça veut dire qu'on rajoute des ressources au système et puis on essaye que ça puisse subvenir aux besoins, à la charge qui sans cesse croît, puisqu'on sait que les données sont sans arrêt démultipliées d'une année sur l'autre. Donc, ça ne résout pas tous les problèmes et on se retrouve à devoir séparer totalement, au sens physique comme au sens logique, les systèmes opérationnels des systèmes analytiques. Et ça, on est tous d'accord là-dessus, c'est l'histoire qui a prévalu et qu'on vit encore, hein, sur le fait que quand on démarre un serveur, quand on démarre un projet, on doit savoir s'il va aller dans un camp ou dans l'autre entre le système opérationnel et le système d'analyse. Donc là, on pourrait dire, bon, bah, c'est parfait, on a résolu tous nos problèmes. Mais en fait, non. Puisqu'en fait, le risque, c'est qu'on a tellement séparé les problèmes qu'on se pose la question de devoir réconcilier les données opérationnelles des données qu'on doit exploiter d'un point de vue métier au sens analytique du terme. Donc on se retrouve à devoir travailler sur cette réconciliation. Et c'est ça l'enjeu, finalement, de la Data Fabric. Alors, avant de parler de Data Fabric, il y a eu différentes tentatives, et il y a encore beaucoup de tentatives pour résoudre cette réconciliation, en fait, entre les sources de données qu'on voit sur la gauche et puis les opérateurs au sens métier du terme, hein, qu'ils soient dans le département du marketing, des finances, des ventes, etc., peu importe. Mais la présentation des données d'un point de vue métier est souvent très très différente de celles qui sont exploitées sur les systèmes opérationnels. Donc on se retrouve à devoir mettre au milieu, pour réconcilier, des systèmes dont c'est le métier que de faire ces transformations pour présenter la data correctement. On le voit ici sur une architecture de la donnée orientée data warehouse, donc qui fait cette glue au milieu entre, encore une fois, les sources et puis le métier. Bon, c'est une des réponses. Est-ce qu'elle est satisfaisante? À vous d'en juger. Et puis il y a encore d'autres initiatives qui répondent différemment pour dire, en fait, le data warehouse, c'est un peu complexe parce qu'on a besoin de connaître extrêmement bien le modèle de données, etc., entre le métier et l'opérationnel, entre le décisionnel et l'opérationnel. Donc, on va plutôt se dire, en fait, on met toutes les données dans leur format le plus brut, dans ce qu'on appelle un data lake, vous connaissez ça.
Et puis, on va transformer, mais au dernier moment, pour le métier. Bon, pour chacun des métiers, on va avoir les transformations idoines et adéquates, en disant, voilà, le marketing, il veut les data présentées comme ça, etc. Et on sait, parce qu'on a tout mis dans le data lake, on sait que toutes les données sont là. La gageure, ça devient justement de trouver la bonne donnée au bon moment, au bon endroit pour le département des finances. Et puis, on n'a pas résolu quelque chose qui est fondamental, c'est que les données ne sont toujours pas unifiées. On voit que pour chacun des métiers, on a des données disparates, transformées, ad hoc pour chacun, mais si on a besoin d'une vue un peu plus transverse, on se retrouve dans d'autres difficultés. Et le data lake, donc, n'a évidemment pas tout remplacé, n'a pas résolu tous ces problèmes. Et ça, je pense que vous le vivez plus ou moins tous au quotidien, que vous soyez utilisateur final ou intégrateur ou éditeur. Alors, concernant la data fabric, on a différentes définitions. Il y en a une que j'aime bien, c'est celle du Forrester, qui, alors comme toute définition, chaque mot compte. Donc, je vous l'ai traduite. Donc, l'idée, c'est vraiment d'orchestrer intelligemment et en toute sécurité. Donc, chaque mot compte, hein, vraiment. L'intelligence autant que la sécurité, on ne doit rien sacrifier. Entre toutes les sources de données disparates, bon, ça c'est clair, et de manière self-manner, donc en libre service. Ça veut dire que déjà, les sources de données doivent être facilement accessibles par qui en a besoin, par le métier, quel que soit le métier, sans présupposer le métier. Et l'idée, c'est de tirer parti de toutes les plateformes de données, donc qu'elles soient lac de données, comme on a vu, data lake ou data warehouse, entrepôt de données, et quelle que soit la technologie mise en œuvre, hein, évidemment, que ce soit du NoSQL pur ou du Translytical ou autre, hein, c'est ouvert, pour fournir une vue unifiée. C'est là que ça devient important, et c'est pour ça qu'on le souligne, fiable, complète, hein, compréhensive, la complétude des données des clients, aussi bien commerciales que autres, à travers toute l'entreprise, pour prendre en charge toutes les applications et puis les insights, donc les perspectives, les visions, etc. De faire de l'analytique, justement. Donc ça, c'est la définition de la data fabric. Et ça répond, c'est censé en tout cas répondre, le Gartner, en plus du Forrester évidemment, vient renforcer le fait que c'est le futur de la gestion des données. Donc qu'est-ce que c'est que ces data fabric? Si on se penche sur la vue cette fois du Gartner, donc on retrouve les data sources en bas et puis les consommateurs de données en haut, donc entre les producteurs et les consommateurs. Qu'est-ce qu'il y a au milieu? C'est justement tout le métier de la data fabric. Et donc, on retrouve les différentes étapes. Je ne vais pas m'appesantir ici là-dessus, je n'en ai pas le temps et je préfère laisser la parole après à Benoît parce qu'on va voir il y a des expériences de mise en œuvre de ces data fabrics. Même si à l'époque, on ne les appelait pas des data fabrics. Maintenant, c'est le terme. Alors, il faut bien se mettre toujours en relation entre ce que doit faire une data fabric, entre ses sources et ses consommateurs. Ce n'est pas exhaustif, hein, ce qu'on voit ici, mais ça vous donne une idée quand même de la grande diversité à la fois des sources et puis des consommateurs, qui elles-mêmes sont mobiles, évidemment, dans le temps, entre ce qui se passe maintenant et puis ce qui va se passer dans les années à venir. L'entreprise Data Fabric doit toujours, évidemment, s'adapter à ces nouvelles demandes et ces nouveaux besoins. Il ne faut pas confondre Data Fabric et Data Platform. Ça serait confondre en fait les ingrédients et la recette qui permettent de donner un bon plat. Cependant, pour réaliser une Data Fabric, il ne faut pas perdre de vue non plus que les ingrédients qu'on va retenir, qu'on va choisir, hein, qu'ils soient open source ou soumis à licence, doivent être bien jugés pour donner toute la saveur en fait à votre data fabric. Il ne faut pas confondre encore une fois le plat et les ingrédients, les moyens qui sont mis en œuvre pour réaliser cette data fabric. Mais c'est vous qui la faites, la data fabric. Il n'y a pas d'éditeur de data fabric. Hein, nous, on est éditeur de data platform et c'est la question qu'on va commencer à aborder là maintenant. Derrière une data fabric, il y a beaucoup de sujets. Donc, depuis le catalogue des données aux transformations nécessaires, comme on l'a vu dans les sujets du data warehouse, du data lake, hein, toujours dans ce souci de réconcilier les sources avec les consommateurs, hein, après ce schisme, le chasm, le gouffre en anglais, on se retrouve ici à devoir remplir l'écart entre les sources et les consommateurs. Alors vous me direz, c'est bien gentil, mais Intersystem dans tout ça. Nous, en fait, on est modestement une entreprise qui travaille la data depuis une quarantaine d'années, depuis 78, avec deux soucis majeurs qui sont le développement rapide, donc la capacité à ne pas ralentir un projet justement de data fabric, en ayant constamment en même temps le souci de la performance, ne pas être contraint sur les volumes de données qui changent, données utilisateurs ou volume utilisateur concurrent ou volume
de données. Donc, ces deux axes nous permettent d'évoluer depuis, je le disais, plus de 40 ans sur l'apport de technologies de l'information, avec un mot-clé qui est aussi la simplicité et éviter, et c'est pour ça qu'on réduit les temps de développement, c'est parce qu'on pense le système comme étant adapté à des situations très, très, très hétérogènes entre elles, et qui pour autant couvre un très large cycle du vie de la data. Alors, comme je le disais, ne confondons pas data fabric et data platform. On n'est pas éditeur de data fabric, ça n'existe pas, un éditeur de data fabric, mais on est des facilitateurs de mise en œuvre de cette recette qui doit être la vôtre, hein, de créer une data fabric. Nos sujets chez Intersystems, au sens data platform, sont de trois types. L'interopérabilité, nécessaire pour assurer toute la connectivité aux différentes data sources, aussi hétérogènes soient-elles. Le stockage des données, qui est nécessaire évidemment avant de pouvoir mettre en œuvre tout ce qui va servir l'analytics. Sans stockage, pas d'analyse. Donc, ce sont les trois métiers d'Intersystems qui sont réunis, et c'est ça la différence, avec d'autres solutions qui participent aussi en termes d'ingrédients au data fabric. C'est ça la différence avec souvent d'autres solutions au sens data platform, c'est qu'on a souhaité, et volontairement, pour simplifier toujours dans cet esprit de simplification, de réduire les temps de développement, de réduire les coûts, de rassembler les trois éléments dans une seule data platform. Donc c'est vraiment une data platform unifiée avec deux considérations en plus des hautes performances et du développement rapide que sont le cloud, le fait de pouvoir évidemment être un acteur véritable dans le déploiement hybride cloud sur par exemple la containerisation, le fait de pouvoir être maintenu en bonne forme par des Kubernetes, etc. Et puis l'autre axe autour de l'IA et plus particulièrement du machine learning. Donc ça, c'est la définition totale de ce qu'apporte Intersystems dans une data fabric. Revu de façon plus simplifiée, et en mettant justement la perspective de la data fabric, ben, on n'est pas les seuls ingrédients dans cette data fabric. Donc on a mené des partenariats très forts avec différents acteurs, notamment, et je l'ai mentionné ici, AtScale et puis Logi Analytics, qui viennent en fait compléter la data fabric que vous devez mettre en œuvre avec la data platform Intersystems, avec Iris. Si vous avez comme ingrédient Iris, ben on vous encourage pour la partie visualisation et exploration de vos données, donc la phase ultime en fait de réconciliation des sources avec vos consommateurs, d'utiliser potentiellement des solutions telles CatScale ou le Analytics, qui sont des solutions de data viz et d'exploration, au même titre que d'autres partenariats qu'on peut voir ici sur la droite, avec DataRobot par exemple, ou autres acteurs dont vous reconnaîtrez les marques et les logos. Donc là aussi, toujours pareil, la capacité de jouer avec toutes les sources, qu'elles soient structurées, non structurées, externes ou internes. Donc, si on résume si on revient sur la data fabric, alors ce qui est magnifique avec Intersystems, c'est que ça renverse totalement la verticalité, puisqu'on est capable de rendre horizontal les sources, les consommateurs, et puis te dire, on se met au milieu, et on accélère en fait, et c'est ça le côté, l'aspect sympathique et sans doute fondamental en fait de la data fabric, c'est qu'on a besoin aussi de temps réel. Il n'y a rien de pire quand on prend une décision que de la prendre trop tard. Donc, alors évidemment, les enjeux ne sont pas toujours les mêmes, selon qu'on est dans une industrie du divertissement, de gestion de parcs de loisirs, ou de gestion de pandémie avec des patients qui sont à trier, à gérer aux urgences, évidemment, ou d'employés dans les mines pour qui ça peut être vital que de ne pas avoir l'information sur une fuite d'un gaz inflammable, par exemple. Donc il faut qu'il y ait effectivement des temps de réponse, des temps de décision, des prises de décision qui peuvent se passer dans un besoin de temps réel. Alors on parle de temps réel humain, évidemment, mais qui peut être évidemment de l'ordre de la seconde. Quand il faut prendre une décision, il faut que la data, dès l'instant où un signal est capté par rapport à une source, il faut qu'on puisse, d'un point de vue décisionnel, avoir cette information dans un temps vraiment réel. Et quand je dis vraiment réel, c'est exactement ce que doit apporter justement une bonne data fabric. La capacité à apporter un signalement, un écart par rapport à une norme, etc., une alerte, dans un système d'information bien conçu, sans qu'elle soit perdue dans des flux d'informations qui font que ça coince, et puis que les performances font que, bah oui, on fait ce qu'on peut, mais ça va arriver dans une heure. Et il est parfois trop tard pour avoir la bonne décision, et le drame s'opère quand il s'agit de fermer, par exemple, un site de production d'énergie électrique parce qu'il y a une fuite quelque part. Il ne s'agit pas d'avoir encore une fois cette information trop tard. Chaque seconde peut compter. Et c'est vrai, vous l'avez compris, dans différentes industries et différents. Alors, évidemment, la data fabric,
c'est pas propre à l'industrie, hein, c'est vrai pour tout système d'information. Donc on se retrouve avec des clients dans tous les secteurs, j'en ai cité quelques-uns ici, aussi bien le monde de la finance que la santé, que le supply chain, et puis tout ce qui est industrie au sens fabrication, industrie 4.0 du terme. En termes de partenaires, j'en ai cité quelques-uns ici, et puis donc on travaille avec tout le monde, que ce soit des grosses entreprises, des gros éditeurs, des gros clients finaux ou des intégrateurs de grande taille à l'échelle internationale, tels que CGI qui est présent ici, mais aussi d'autres intégrateurs de taille modeste, avec Synodis par exemple. Donc là, je ne vais pas passer sur tout le monde, mais on a la chance aujourd'hui d'avoir justement, je le disais en introduction, Benoît qui va nous parler de son expérience de mise en œuvre de la Data Fabric, même si on ne l'appelait pas comme ça à l'époque où on s'est connus, puisque ça fait plus de 10 ans maintenant. Donc Benoît, c'est à toi la parole. Merci bien. Je vais mettre mon support. Vous voyez bien mon support? Oui, très bien. Donc, je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. En fait, donc, je suis adjoint au DSI et je m'occupe de plusieurs choses, en fait, notamment la transformation numérique au sein de l'établissement, qui est un enjeu très important, comme je vais vous l'expliquer un petit peu après. Et je m'occupe aussi de façon transverse de toute la partie urbanisation et architecture du SI. Ce cadre-là, un petit peu, je vais vous présenter à la fois la plateforme qu'on est en train de mettre en place et le pourquoi, puisque quelque part, la transformation et la modernisation de l'établissement imposent de changer un petit peu de paradigme par rapport à ce qu'on avait il y a quelques années au sein de nos architectures. Donc, je vais d'abord vous présenter un peu VNF pour ceux qui ne connaissent pas et vous verrez qu'un peu, c'est tout ce qu'on est en train de mettre en place a une logique au travers des enjeux stratégiques de l'établissement et je pense que c'est important que vous compreniez comment est structuré et comment fonctionne l'établissement. Donc VNF, c'est pour ceux qui ont vu dans la présentation, c'est 6700 km de canaux, donc c'est réparti sur l'ensemble du territoire. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on n'est pas forcément juste là pour faire naviguer. On a l'exploitation et la maintenance d'énormément d'ouvrages, notamment des ouvrages d'art, qui ont des contraintes et qui ont des particularités, parce que c'est des choses qui fonctionnent depuis assez longtemps et moderniser, c'est pas facile. On a des écluses, on a des barrages, on a énormément de ponts, de canaux, enfin, énormément d'ouvrages de diverses enfin, constructions. Et puis, donc en termes de maintenance, c'est pas toujours facile parce que vous n'avez pas une uniformisation sur l'ensemble du territoire. On gère également énormément de terrain, donc ça veut dire aussi qu'on est gestionnaire et on fait du locatif sur les terrains qui sont contigus et qui sont donnés par France Domaine en gestion au sein de VNF. On gère également en fait des habitations. On a enfin, ce qu'on appelait les maisons éclusières, on en a 1300 sur le terrain. Donc certaines continuent à fonctionner, mais d'autres sont restaurées et mis en location. Donc vous voyez, c'est assez diversifié comme activité. Mais on a trois enjeux forts au sein de VNF qui sont souvent rappelés, en fait, qui sont effectivement gérer la logistique fluviale, ce qui est important. On a beaucoup de bateaux en termes de fret, de tourisme, donc il faut assurer la navigation. On est là aussi pour ce qu'on appelle l'aménagement du territoire. Donc on a l'avantage, et on le dit souvent, c'est que VNF traverse beaucoup comment dire, de départements. On est un peu comme les anciennes routes, mais beaucoup de villages ont été construits autour des voies navigables dans le temps, donc on est là aussi pour continuer à aménager le territoire. Donc on travaille aussi avec les ports intérieurs, on travaille avec par exemple le Grand Paris, on a travaillé sur l'aménagement à Lyon de l'espace Confluence. Donc on est là aussi pour compléter sur les territoires.
Et le troisième objectif, c'est tout ce qu'on appelle la gestion de l'eau, qui est un élément quand même fondamental aujourd'hui. Donc, on gère en fait cette gestion de l'eau. Alors, on a plein d'activités autour de la gestion de l'eau. Ça permet, au travers de beaucoup d'agriculteurs, de pouvoir puiser dans l'eau pour pouvoir alimenter, enfin, et arroser les champs. Donc ça fait partie aussi des services qu'on offre euh, à l'extérieur. On est en train aussi, enfin, on fait aussi du refroidissement pour les centrales électriques. Donc, il faut assurer que quelque part l'eau arrive toujours. Donc, la gestion de l'eau, elle est là et elle est primordiale. On alimente beaucoup, beaucoup de choses là-dessus. On est répartis sur l'ensemble du territoire. On avait aussi une composante qui est essentielle, c'est que on, dans les années 2000, 2010, on avait à peu près 5000 personnes. À horizon 2025, on sera à 4000 personnes, donc aussi une diminution notable du nombre d'agents chez VNF. Donc ça compense. Ce qu'il faut, c'est certainement aussi compenser. Et vous verrez que dans la modernisation, dans la transformation numérique, c'est aussi un élément essentiel justement pour compenser cette baisse d'effectifs. Il faut savoir aussi qu'on a énormément d'agents qui ont vécu toute leur carrière chez VNF et que on a plus d'un quart de la population qui, dans les quelques années à venir, vont prendre leur retraite. Donc, c'est aussi comment capitaliser sur leur savoir, comment garder ce savoir qui est transmis au fil de l'eau. Sans jeu de mots, mais qui est transmis en fait souvent par voie orale et surtout sur la gestion de l'eau, où vous avez par exemple des vannes qu'il faut ouvrir à tel moment et ça les agents le savent. Donc il va falloir aussi au terme de modernisation de vous verrez que quelque part dans l'optimisation de notre SI, c'est des éléments qui sont quand même super structurants parce qu'on est éparpillé sur le territoire. Euh, L'entité VNF en tant que telle, établissement public, a été créée en 2013. Ça veut dire que auparavant, en fait, tous les points que vous voyez en rouge, là, enfin les zones en rouge, en couleur, c'était des services de navigation qui étaient un peu indépendants et qui dépendaient des préfets. Donc, ils ont créé souvent leur propre système. Et pour concilier, pour harmoniser tout ça, on a besoin en fait d'avoir un SI qui structure tout ça. Je vais aller assez vite, mais il faut comprendre que on a une vraie volonté de moderniser l'établissement. C'est pas une volonté, c'est aussi un contrat d'objectifs et de performance qu'on a signé avec notre ministère de tutelle, donc qui comprend vraiment trois éléments super structurants, qui est moderniser le réseau. Donc, certainement, quand je dis moderniser le réseau, c'est aussi tout automatiser un maximum d'éléments qui, pour beaucoup encore aujourd'hui, sont manuels. Donc, c'est se transformer numériquement et transformer en fait les organisations. Pour cela, on a eu pas mal de subventions de l'État qui ont été accordées et qui nous poussent énormément avec des ambitions énormes en termes de modernisation. Par rapport à la DSIN, donc la DSIN, c'est la Direction des services d'information et du numérique. Euh, on a pris en compte tous ces éléments stratégiques, mais on a aussi un existant fort sur lequel il faut compter et sur lequel je pense beaucoup de sociétés ont fait le même constat que nous, c'est qu'on a énormément d'applicatifs qui ont été construits de façon très silotée dans le temps. C'est-à-dire, souvent, c'était un besoin, je crée une application, une base de données. Et notre problématique, c'est de réconcilier un petit peu toute cette donnée, tous ces applicatifs pour donner du sens à un système d'information. On a, comme je vous disais, des silotages aussi en termes d'organisation. Donc, toutes les organisations ne sont pas encore identiques les unes aux autres en termes de véritablement découpage, etc. Donc, c'est aussi compliqué
pour harmoniser nos pratiques et avoir un système d'information unique, parce qu'à chaque fois qu'on déploie des applications, bah, il y a toujours des spécificités dans les directions territoriales. On a encore beaucoup d'initiatives isolées, ce qu'on appelle Shadow IT, des petites applications qui voient le jour sans que la DSI est au courant. Voilà, donc c'est des choses qui sont structurantes quand on veut avancer, quand on veut moderniser l'établissement. Donc on se dit comment répondre à tout ça. Donc on a un gros projet de transformation numérique qui permet un peu de fédérer tout ça, qui donne des perspectives plutôt tournées sur le collaborateur. Vous le verrez, je vais détailler un petit peu plus loin. On a pris en compte, en fait, et je pense que ça, c'est super structurant dans notre approche, c'est qu'on s'est dit, tous les projets, tout ce qui est fait, tout ce qui passe par maintenant une architecture d'entreprise qui va garantir, en fait, bah, les choix technologiques, qui va garantir la stratégie. Là, aujourd'hui, enfin, alors, on peut plus se dire, je fais mon applicatif dans mon coin sans tenir compte d'un système d'information. Je rebondis un petit peu sur ce que Sylvain disait tout à l'heure. Aujourd'hui, on a repositionné la data qui me semble essentielle. Donc, effectivement, on a parlé de data lake, on parle de plutôt data centrique aujourd'hui. Et c'est primordial. La data, elle est essentielle pour tout ce qu'on va construire et tout ce qu'on est en train de construire. Et le dernier point dans les axes, c'est qu'il faut vraiment co-construire avec les métiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on avait une tendance à vraiment répondre à des besoins très isolés et souvent déployer des applications et on se rend compte sur le terrain que c'est pas forcément très orienté utilisateur ou on n'a pas tenu compte de telle ou telle chose. Donc c'est vraiment aussi dans le cadre de la transformation numérique revenir sur vraiment des méthodologies UX centrées utilisateurs et de repartir des cas d'usage et repartir des besoins. Ça, c'est des choses qu'on martèle en fait auprès des équipes, mais je pense que c'est important. Et j'ai mis une petite phrase sur le côté et je pense que c'est vachement important. C'est qu'on a pris conscience qu'aujourd'hui, on doit abandonner notre postulat de DSI qui est là juste centré sur notre production, sur faire vivre un existant. On est là pour répondre à des besoins clients de plus en plus forts, à des besoins usagers de plus en plus forts. Donc, il faut s'orienter différemment dans notre perception et dans notre stratégie SI. Et la finalité, pour nous, on en parle de plus en plus au niveau de la DSI, c'est d'avoir une DSI orientée service. Et les services, ben, inconsciemment, on va parler de plateforme, on va parler de développement de services plutôt qu'applicatif. Ça, c'est une orientation qui est quand même super structurante parce que ça conditionne tout le reste et ça conditionne la stratégie d'architecture. Deux gros projets de transformation numérique. Donc, on a voulu en fait vraiment concentrer ce qu'on appelle nous nos actifs, c'est le collaborateur, l'usager et notre patrimoine. Pourquoi? Parce que quelque part, on ne part pas tout azimut et on recentre en fait nos activités autour de ces trois actifs parce que c'est un moyen de recentrer en fait notre stratégie. Alors, comment on y répond à ces trois actifs? C'est on va se concentrer et on va s'appuyer en fait sur notre existence d'architecture, sur nos data et sur notre plateforme interop. Et ça, c'est vachement important, c'est que on a besoin d'infrastructures pour pouvoir développer. Après, on a besoin aussi d'avoir un écosystème autour de nous. Et ça, c'est hyper important. C'est qu'on se rend compte qu'on a beaucoup travaillé en fait en vase clos, en se disant, ben, en plus, VNF, on a une particularité, c'est qu'on n'a pas de concurrent en fait sur le territoire. On est unique, donc on a la tendance à se dire, on fait nos applicatifs dans nos coins, on travaille dans notre coin, on travaille et on se rend compte que quelque part, non. Il faut ouvrir. On a aussi de la data qui va pouvoir servir pour plein de choses. Et on a des usages qu'on va pouvoir ouvrir sur l'extérieur. Et on a des technologies émergentes qui vont pouvoir nous développer tout ça. Donc ça, c'est notre projet de transformation numérique. Deuxième gros projet
de l'établissement, c'est tout projet de modernisation. Donc aujourd'hui, vous avez énormément d'ouvrages sur le terrain qui sont encore manuels, où vous avez des éclusiers qui gèrent et des entités qui gèrent chaque écluse. Donc une volonté de regrouper ces activités dans ce qu'on appelle des postes de contrôle centralisés. Et là, vous allez tout de suite comprendre que quand on va centraliser en fait, donc sur un linéaire donné, la gestion de plusieurs écluses, même des dizaines et des dizaines d'écluses au sein d'un poste centralisé, il faut qu'on centralise aussi l'information qu'on va concentrer à un seul endroit. Donc, dit concentration, dit qu'on va chercher des données de tout type, à la fois de l'IoT, des caméras, des applicatifs. On a aussi la géolocalisation des bateaux avec des antennes AIS. Donc, toutes ces informations, il faut qu'on les concentre à un seul endroit. Et on a besoin de cette plateforme qui va nous fédérer, nous agréger ces données pour pouvoir les exposer au sein d'un applicatif qui va pour moi permettre de téléconduire ces ouvrages à distance. C'est pareil pour la gestion hydraulique. La gestion hydraulique, on avait tendance, auparavant, vous pouvez encore le voir sur les canaux, sur les fleuves, vous avez souvent des petites échelles graduées. Donc, les maintenances sur le terrain, ce qu'ils faisaient, c'est que très régulièrement, ils allaient contrôler et noter dans des tableaux Excel, en fait, les niveaux d'eau. Et après, on analysait en fait sur des parcours les montées d'eau. Et aujourd'hui, on est de plus en plus en train de déployer des capteurs un peu partout. On centralise cette information. Cette information va nous permettre demain de travailler sur une donnée centralisée et puis sur des linéaires et de pouvoir partager ces données avec différents partenaires, que ce soit Météo France, Réal, tous les gestionnaires de crues, etc. Donc, on a une donnée maintenant qui est exploitable. On a aussi des applications mobiles qui permettent en fait d'aller corriger des données de capteurs qui paraissent pas correctes. Donc voilà, un gros chantier de modernisation et un gros chantier de transformation numérique qui nous amène en fait à retravailler, qui nous a amené à retravailler toute cette architecture et de vous expliquer un petit peu pourquoi Intersystem Iris a pris une place hyper importante dans notre architecture. On a commencé les travaux sur les années 2010. Je suis arrivé en 2011 au sein de la DSI. Les premières choses qu'on a fait, effectivement, c'est de se dire, oui, toutes les applications, à un moment donné, il y a une multitude de données qui sont communes. On a créé des référentiels d'entreprise. On a replacé les briques un peu partout dans les quartiers, dans les blocs, pour voir un petit peu s'il n'y avait pas plusieurs applications, parce que ça existait, plusieurs applications qui faisaient la même chose. Donc, c'est aussi d'urbaniser un système d'information. On a commencé à travailler sur les échanges, une fois qu'on avait cette vision-là, en se disant, tiens, on va faire comment deux applications peuvent dialoguer. Donc, c'était au départ plutôt web service interapplicatif. On a développé au fur et à mesure. On s'est dit, ben oui, mais le web service qu'on développe pour une application, est-ce qu'il ne peut pas servir à d'autres applications? Donc, l'interopérabilité a commencé à prendre corps et on s'est dit il faut construire un peu différemment notre approche inter-applicative. Donc, tout ça a fait qu'on s'est restructuré. On a dit maintenant il faut avoir cette vue globale, donc positionnement d'architecture d'entreprise. C'est de restructurer. On est passé effectivement avec la plateforme Iris en mettant en place différentes briques. On a commencé à mettre, notre plateforme est opérationnelle avec un API manager, avec une véritable structuration et une véritable, comment dire, construction de nos API. On définit des patterns. On est en train de reconstruire. Est-ce qu'une API d'avoir cette vision globale. Je vais prendre deux exemples. Une API pour aller consulter un collaborateur, elle est unique. Donc, toutes les applicatifs appellent la même API. On a construit une API sur la signature électronique. Ce sera une API unique. Donc, voilà, c'est vraiment reconstruire notre vision, en fait, et de voir architecture d'entreprise. C'est de commencer à travailler sur les services, travailler sur notre catalogue de services avec notre API Manager, et c'est de reconcentrer en fait nos données autour d'une notion data-centrique.
Et demain, tout ça, ça va nous permettre aussi très rapidement d'ouvrir notre système d'information, parce que ça, c'est essentiel. On a l'open data, on a des API externes qu'on doit ouvrir au maximum. On ne peut plus être en vase clos. On a aussi beaucoup de contraintes européennes aujourd'hui. Maintenant, de plus en plus, on a des applicatifs à destination des usagers qui se font de façon normalisée avec des normes européennes, etc. Donc, on doit avoir un système d'information ouvert. On doit valoriser notre gisement de données qui aujourd'hui est quand même assez important, mais qui est plutôt dormant, on va dire. Et on a, au travers de ce gisement de données, la possibilité certainement aussi de positionner VNF différemment et peut-être se positionner en tant qu'offreur de services. Alors peut-être pour des offices de tourisme, pour plein de choses. On peut imaginer plein de métiers autour de VNF qu'on ne gère pas aujourd'hui, mais qu'on pourrait offrir des services pour alimenter en fait d'autres systèmes d'information externes. Et bien sûr, aussi, au travers de cette donnée qu'on va pouvoir exploiter, c'est aussi travailler sur notre maintenance prédictive. Et on a des expériences en cours que je vais essayer de vous détailler un petit peu. Donc, voilà un petit peu, j'ai mis un petit schéma assez simple pour ceux qui ne sont pas techniques, mais voilà, c'est vraiment l'orientation qu'on veut prendre, en fait, avoir un socle de données important, réconcilier, ça c'est quelque chose que j'ai peut-être pas dit, mais on a l'informatique, on a beaucoup d'informatique industrielle qui a été construite dans les directions territoriales. Aujourd'hui, la DSI, dans le projet de modernisation, se repositionne sur cette informatique industrielle pour former un seul système d'information. Aujourd'hui, on a deux systèmes d'information. Un système d'information, je dirais, informatique industrielle, de l'autre côté, un système d'information de gestion. Aujourd'hui, ces données, de plus en plus, ben, on se rend compte qu'il faut les coupler parce qu'il y a des incidences les uns sur les autres. Donc, on travaille sur un système d'information. On a notre plateforme d'échange Iris qui nous permet en fait de récupérer au travers de toutes ces données et de pouvoir exposer des services au travers d'applicatifs externes, au travers d'applicatifs internes, externes. Et on a aussi une réflexion aussi pour de plus en plus partir sur des notions de cloud. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on est en train de regarder parce qu'aujourd'hui, notre plateforme, elle est internalisée dans notre data center. On est en train d'ouvrir, on est en train de changer beaucoup de choses. Donc voilà, ça, c'est toutes les choses qu'on est en train d'essayer de mettre en place sur notre plateforme. Ce que je voulais parler un petit peu, c'est des expérimentations qui nous permettent d'aboutir à une plateforme, à la vision d'une plateforme. C'est aussi des expérimentations qui permettent de construire au fil de l'eau un petit peu notre démarche. Alors, je vais aller très vite, mais voilà, les expérimentations qu'on a fait aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle les panneaux gains environnementaux. Donc, c'est des données qui sont affichées au-dessus des sièges des directions territoriales, notamment la DT, enfin la direction territoriale bassin de Seine, où on affiche en temps réel en fait les données qui sont transportées par la voie d'eau sur la Seine. Donc, c'est tous les voyages, les tonnages qui est véhiculé. Et en comparaison, on est en train on affiche en fait tout ce qu'on gagne en termes de CO2 par rapport à des transports qui auraient été faits de la même façon par rapport aux routiers. C'est aussi un moyen, on est aussi on dépend des ministères aussi de l'écologie et je pense que le fluvial a un rôle très important dans justement tout ce qui est report modal et tout ce qui est transport. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut développer et c'est aussi un moyen de le faire. Et ces données, ben, en temps réel, passent par la plateforme. On va chercher dans les données des voyages, etc., pour afficher en temps réel ces données. Voilà, donc un exemple d'utilisation de la plateforme. Un deuxième, c'est en train de toujours sur le bassin de Seine, en fait, grosses problématiques qui ont été remontées par les transporteurs, qui aujourd'hui, sur des gros chantiers, Grand Paris, Jeux Olympiques, transportent des tonnages énormes de gravats. Et tout ça est transporté sur la Seine.
Par contre, c'est mis dans des barges. Donc les barges, ils ont un roulement très important et les transporteurs ne savent pas toujours où se trouve leur barge, ne savent pas toujours où ils peuvent déposer sur les quais de déchargement quand ils arrivent avec des convois de 4-5 barges. Comment savoir que le quai de déchargement n'est pas plein ou qu'il n'y a pas d'autres barges qui sont là et que je vais faire attendre. Et donc, en termes de gestion de trafic, c'est pas top. Donc, on a mis des caméras sur les barges. On met des capteurs aussi, on a développé des capteurs sur les bateaux. Donc ça nous permet plusieurs choses en termes d'échange. Ça nous permet déjà au travers de l'IA aussi, de voir et de reconnaître les convois. C'est-à-dire, on s'est dissocié, c'est la petite image qu'il y a sur le côté, là, on s'est dissocié les bateaux, les pousseurs des barges. On est capable du coup de reconstituer les convois. Donc en termes de gestion de trafic, à l'arrivée d'une écluse, on est capable de dire bah, c'est une barge c'est un pousseur avec 5 barges. C'est différent pour l'éclusier qui doit faire passer ce convoi et c'est différent de savoir que c'est un bateau qui arrive. Parce qu'aujourd'hui, on géolocalise les bateaux, mais c'est juste les bateaux qui ont un transpondeur et qui émettent avec les antennes AIS et qu'on est capable de visualiser, mais les barges, on les voit pas. Donc tout ça, c'est des expérimentations qui vont dans le sens de modernisation de l'établissement et toutes ces données sont véhiculées et retranscrites pour les usagers et en interne pour la gestion du trafic au travers de nos API. Donc voilà un premier schéma en fait qui a été fait en fait qui a été construit pour l'expérimentation le Fluviot. Donc vous voyez, c'est la récupération des données à la fois d'objets connectés, de caméras. C'est alors là, je disais, on a notre plateforme en externe, mais on a aussi travaillé beaucoup autour de la plateforme Azure de Microsoft et on a mis en place, enfin, on utilise des bases time series. Alors pour ceux qui ne savent pas, mais c'est vraiment des bases qui permettent d'agréger en fait un nombre de données, notamment des données d'IoT, etc. C'est des bases NoSQL et qui ont une capacité très rapide d'intégrer de la donnée et puis de la restituer. Et donc, c'est intéressant pour nous d'avoir cette base de stockage et après, au travers de ce stockage, de pouvoir exploiter en fait une construction de données pour pouvoir après l'exposer sur tout type de device. Donc voilà un premier schéma qu'on a commencé à construire suite à nos expérimentations. On a fait d'autres expérimentations, alors un projet Irial qui est, on a mis des caméras 360 sur nos bateaux et on a, comment dire, filmé l'ensemble de nos canaux. Donc avec une caméra GPS qui nous permet aussi du coup, avec le positionnement, on va pouvoir vraiment positionner exactement sur notre système d'information, notre SIG, de pouvoir positionner l'ensemble de nos quais parce que c'est pas toujours très bien précis et donc avec ces caméras on est capable de vraiment géolocaliser de très très finement en fait nos différents points. On est capable au travers de l'IA de vérifier que tous nos panneaux de circulation, parce que c'est aussi comme sur le routier, on a beaucoup de panneaux, mais vous imaginez en termes de maintenance 6700 km fois 2, puisqu'il y a les 2 berges à parcourir, sachant qu'un mainteneur sur le terrain, il fait 5 km par jour. Imaginez si on doit, enfin, quand on doit vérifier en fait l'état à la fois des berges, à la fois de la signalisation. Voilà, donc on a cette capacité aussi de restituer l'image différemment, de l'exploiter. On travaille sur l'IA, sur les indices de vétusté de ce qu'on appelle nos pales planches, qui sont qui constituent les berges de nos canaux, et de pouvoir travailler en fait sur les indices de vétusté, et donc pouvoir travailler sur de la maintenance prédictive. Tout ça aussi avec la restitution et la plateforme Intersystem intervient sur les échanges de données par rapport à ce projet. Dernier petit projet
vraiment expérimentation, qui n'est plus une expérimentation, mais qui passe en projet. On a des bornes de ravitaillement ou électricité qui étaient complètement éparpillées sur le terrain, avec des différences entre toutes les directions territoriales. Donc chacun a son propre mode de fonctionnement. Certains venaient acheter des cartes prépayées pour pouvoir les utiliser, d'autres c'était téléphonique où on passe par des prestataires extérieurs. Donc on a décidé de recentraliser en fait l'ensemble et la gestion de ces bornes. Donc, on est capable de les télégérer à distance, de les maintenir à distance. On est capable de donner, on sera capable, je dis, on est capable, le projet est en cours, donc je m'avance un peu, mais on sera capable demain, sur tous les navigants, ils pourront, avec leur smartphone, réserver une borne, pouvoir voir si, enfin, en termes de facturation, pouvoir facturer à distance, etc. Comme une pompe libre-service et avec la facilité aussi de pouvoir la réserver à distance. Tout ça aussi, c'est des protocoles d'échange. Voilà. Donc, un deuxième schéma qui a été mis en place au travers de ce projet, où il y a des similitudes avec la récupération de données, le stockage de ces données, comment dire, le travail qu'on fait sur ces données avant de l'exposition. La petite différence aussi par rapport au projet précédent, c'est qu'on interagit sur les bornes. Donc, c'est un peu dans les deux sens. C'est de pouvoir aller faire des actions sur les bornes, les ouvrir, les vérifier, récupérer des choses et en même temps pousser des choses au niveau de la borne. Ça, c'est vraiment le dernier projet qu'on est en train de développer aussi. On est en train de travailler autour du collaborateur en déploiement de tous les outils collaboratifs pour favoriser aussi le rapprochement des collaborateurs, parce qu'on est un peu éparpillé sur l'ensemble du territoire. On avait des data centers locaux, on a des serveurs de fichiers, donc tout ça est en train d'être rationalisé. On va passer sur des environnements Teams, Microsoft, SharePoint, etc. Donc, ce qui est important aussi, c'est que on démultiplie les sources, puisqu'on aura à la fois aussi des systèmes de GED. Donc, on est en train de travailler sur les cas d'usage, mais ce qu'il faut aussi, c'est que ce soit transparent pour l'utilisateur. Donc, on est en train de développer des portails. Donc, il y aura un portail interne, demain un portail utilisateur, externe, donc pour les usagers. Et ces portails, en fait, ne font qu'agréger de la donnée, exposer de la donnée et aussi pouvoir interagir avec notre système d'information. C'est-à-dire que demain, chacun pourra, au travers de process identifiés simples, déposer des demandes, faire des choses en ligne au travers de ce portail. Tout ça via la plateforme qui va nous permettre d'échanger les données, de les agréger, de les exposer. Là, j'ai repris un petit schéma qui reprend un petit peu nos expérimentations, là où vous retrouvez, et puis nos bases de données déjà existantes. Ça nous a permis, en fait, au travers de ces expérimentations, de se dire, c'est bien, chaque expérimentation, mais en fait, chaque donnée qui est issue d'une expérimentation, et elle pourrait servir à d'autres choses. Donc, c'est vraiment cette approche data-centric. C'est éviter, comme vous avez pu le voir avant, c'est de faire un schéma différent par expérimentation, même si je pense que ça nous a permis de construire notre future plateforme. Mais c'est aussi de se dire, voilà, comment on peut concentrer ces données. Et en fait, on se rend compte qui vont nous permettre de peut-être voir les barges, de reconstituer les convois. De l'autre côté, on a l'AIS. De l'autre côté, on a les quais, on a de l'optimisation de nos ouvrages. Tout ça va nous permettre, vous avez vu ce que je vous ai exposé tout à l'heure sur la mise en place d'un poste centralisé de commande. C'est de reconcentrer dans un vrai data centric l'ensemble de ces données pour pouvoir exposer, pour pouvoir exploiter en ligne toutes ces données et de pouvoir avoir une vraie gestion centralisée.
Demain, ça va nous permettre aussi de gérer toute la partie prédictive. Ça va nous permettre d'exposer plein de services au travers des besoins externes. Voilà, donc vous voyez, ce que j'ai essayé de présenter, c'est vraiment les approches stratégiques de l'établissement au travers de gros projets. C'est notre approche au travers des expérimentations qui a permis de construire cette plateforme pour aboutir en fait à une véritable euh, solution. Alors nous, on avait appelé ça Data Hub, mais qui est semblable et qui se rapproche énormément de ce que vous a présenté tout à l'heure Sylvain en termes d'approche intersystème Iris. Et nous, Intersystem, dans cette plateforme, dans cette architecture cible, va jouer un rôle prépondérant, en fait, sur la sécurisation, sur l'exposition, sur l'interopérabilité. Et voilà, donc on est véritablement sur une architecture construite, pensée et opérationnel. Parce que quelque part, ce qui est important aussi, c'est de dire, c'est pas que des expérimentations. Notre plateforme, c'est vrai qu'on a des partenaires qui nous accompagnent. On a sur l'architecture, on a Talent qui nous accompagne, et sur toute la partie interop, on a effectivement CGI aussi qui est là et qui nous a permis à construire et de mettre en production cette plateforme. Donc, elle est opérationnelle. Donc, c'est pas juste quelque part des souhaits, c'est aussi de la mise en œuvre. Alors, j'ai essayé de synthétiser dans un slide toute la valeur ajoutée que ça nous a permis, en fait, cette construction et cette mise en œuvre. D'abord, effectivement, une agilité énorme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin, ce qu'on faisait hier, c'était de développer des applicatifs, ça prend un certain temps. Aujourd'hui, on a des API qui sont disponibles. Quand on doit construire, on est beaucoup plus agile sur du court terme, moyen terme. On est capable de répondre en termes de services beaucoup plus facilement. On allège du coup forcément la charge des projets. Avec notre API Manager, avec notre catalogue de services. On va parler de moins en moins applicatifs. Demain, on peut imaginer qu'on a une multitude de services à disposition et que on n'est plus que dans l'absolu de se dire tiens, un besoin, c'est peut-être juste rajouter au niveau de l'interface un service qui est déjà existant, c'est de le coupler avec un autre, c'est de retravailler sur les interfaces, mais de moins en moins, on va développer des vrais applicatifs comme on le faisait auparavant. Ça nous permet aussi, je parle de l'avenir, mais ça nous permet quand même de moderniser notre existant, notre legacy. On a de plus en plus, on avait commencé par déjà restructurer nos bases, puisque on avait mis toutes les données référentielles, on les sorti des bases de données locales pour les monter. Ça n'a pas été simple. Je sais que il y a des personnes qui sont en train de m'écouter qui peuvent qui nous ont accompagnés sur ces démarches-là et qui peuvent dire que c'est toujours pas simple parce que ça implique aussi des transformations en termes d'organisation, en termes de responsabilité. Quand vous avez deux métiers qui travaillent sur la même donnée, qui est responsable de la donnée, mais c'est des choses qui se mettent en place. L'accessibilité à la donnée, effectivement. Aussi, demain, on imagine que même à l'externe ou auprès de nos usagers, avec notre catalogue de services, ce sera très facile d'accéder à des données de notre système d'information. Donc, une accessibilité décuplée. Ce qu'on veut aussi, c'est qu'au travers de ce qu'on est en train de monter, c'est de se dire, enfin, on va peut-être exploiter la multitude de données qu'on a et qui, quelque part, sert certainement un infime, comment dire, des applicatifs qui utilisent de façon très partiate la donnée alors qu'elle pourrait être utilisée à plein d'autres endroits. Et demain, ce qui est important aussi, c'est de se dire VNF va pouvoir peut-être se diversifier dans son métier en apportant des services différents. On voit aujourd'hui la première implication, et ça, je pense que quand j'en parle avec le COMEX, avec la direction générale, c'est des choses qui commencent à prendre corps. C'est par exemple sur les bornes
bornes à eau, électricité, on avait tendance à donner ça à des prestataires extérieurs. On se dit, bah, tiens, VNF, si on arrive à centraliser, si on arrive à mettre en place ce projet, la VNF est fournisseur de services. C'est un service qu'on ne fournissait pas auparavant. Donc, et il y a plein d'autres services qu'on peut imaginer demain, et cette plateforme y contribue. Donc, juste pour conclure, c'est fait, comme disait Sylvain, ça fait 10 ans qu'on a choisi cette solution. Alors, vous voyez toute l'évolution qu'on a eue depuis 10 ans, et je pense que c'est assez. On en parlait dernièrement avec Intersystem. On a eu un peu la même évolution qu'a eu aussi Intersystem, qui est passé avec Iris, avec maintenant Data Platform, etc. Et donc on se dit, tiens, effectivement, on est aussi dans le vrai. Voilà. Et je pense que c'est important parce que autant nous, notre système d'information évolue, certainement que vous aussi, les besoins évoluent, les technologies évoluent, et ce qui est important aussi, c'est que on a un éditeur à notre côté qui évolue aussi, et qui évolue, je dirais, dans le même courant d'idées et dans la même perspective que je pense beaucoup de sociétés évoluent également. J'ai mis un petit point sur le côté VNF, c'est que tout a l'air idyllique et on a plein d'expérimentations, on avance, on a les partenaires qu'il faut, on est à tout ça. Des fois, ce qui n'est pas facile non plus, c'est l'accompagnement. On est sur des changements structurels en termes d'approche. On avait beaucoup au niveau de la DSI de chefs de projet, des chefs de projet applicatifs. Demain, on se dit, tiens, je suis plus chef de projet de mon application, je développe des services. C'est une culture différente, c'est aussi une approche différente. C'est de se dire ce que je développe dans mon coin pour un métier, comment je le mets à disposition de l'architecture d'entreprise, comment je mets en place en fait une vraie démarche. Et ça, c'est un accompagnement des équipes qu'il faut aussi mettre en place. C'est se dire qu'on a on a toutes les technologies et on a tous les outils. C'est aussi à nous d'enrichir ce catalogue de services, parce que je pense que c'est structurant aussi. On l'a vu, c'est pas. On le sait souvent, on passe nous par des marchés publics pour développer des choses ou des trucs comme ça. Donc c'est aussi ce catalogue de services, c'est de le mettre à disposition dans nos marchés pour que quelque part on ne redéveloppe pas des choses qui ont déjà été développées. Donc voilà, des points de vigilance. Et dernier point que je mets, effectivement, c'est l'architecture d'entreprise qui est fondamentale dans l'approche. Et je le vois de plus en plus, les deux gros projets, transformation numérique d'un côté, informatique industrielle. Il faut qu'on se rapproche, il faut qu'on ait les mêmes ambitions, il faut qu'on ait le même système d'information. Il faut qu'on passe par une harmonisation de nos pratiques. Et ce genre de plateforme, c'est superbe pour pouvoir réconcilier l'ensemble de notre système d'information. Voilà. Merci Benoît. Alors, on va attaquer la session de questions-réponses. Donc, tous nos participants, sachez que vous avez la possibilité d'ouvrir vos micros comme vous le souhaitez. Donc, allez-y. Et si vous êtes timide, vous pouvez poser vos questions dans le chat, mais c'est quand même mieux de les poser en live. Donc, n'hésitez pas. En attendant, j'ai eu des très timides qui les ont posées par mail. Donc, du coup, vous parlez de haute performance. Avez-vous des benches par rapport à d'autres solutions? Oui, alors c'est effectivement une très bonne question. Je vais juste m'appuyer sur potentiellement d'autres slides, mais très rapidement, pour répondre à la question de manière plus concrète. Donc, on a justement une URL que vous pouvez utiliser qui s'appelle intersystems.com/speedtest. Donc, c'est très simple, c'est une appli qui est téléchargeable. Vous pouvez la faire tourner sur vos serveurs pour bencher en fait Iris tout simplement sur une application entièrement écrite en Java avec d'autres technologies. Donc, on vous laisse justement apprécier les différences de résultats avec les différentes bases. Ça, c'est une première réponse.
et d'autres réponses qui viennent du monde, là pour le coup, de la finance, et avec des benches faits par des clients avant de devenir client InterSystems, où on peut apprécier simplement le fait que entre trois autres vendeurs, on a des temps de réponse sur des volumes de données qui en plus sont beaucoup plus larges, aussi bien sur la volumétrie de données justement que le nombre de jours en rétention, etc. Je ne m'appesantis pas là-dessus, on pourra vous passer les slides, c'est aussi facilement trouvable. Donc on a effectivement, pour répondre à la question que tu viens de relayer, Léa, des benches, et on les fait nous-mêmes avec le speed test. Et puis beaucoup de clients font aussi des benches constamment là pour le coup, d'une version à une autre, puisque c'est aussi, je le disais en introduction, on est tellement obsédé par la performance que d'une version à l'autre d'Iris, et c'était vrai pour les produits antérieurs, on s'assure que le produit augmente toujours en capacité. Voilà. Ok, merci beaucoup. Pendant que tu répondais à la question, j'ai vu qu'il y a une personne qui a levé la main, Philippe Lesquer. Je ne sais pas si c'était voulu. Vous avez peut-être une question? Oui, tout à fait. J'avais une question alors plus liée à VNF et à l'organisation, en fait, les moyens humains autour de ces gros projets. Comment vous êtes organisé de façon un peu macro? Alors, j'aurais voulu savoir un peu. Alors, moi, je me présente quand même Philippe Lesquer à NCV, donc on est des utilisateurs aussi un peu historiques de la solution Ensemble et bientôt Iris. Hein. Je ne sais pas si on est les derniers, mais on devrait peut-être. Mais il en reste encore, Philippe. Il en reste encore. Bon, ça va, on n'est pas les derniers. Voilà, donc voilà, je veux savoir comment vous étiez, vous, organisé chez VNF en termes de, je dirais, de rôle, alors très macro, hein, on ne va pas rentrer dans les détails. Moi, ça me donne aussi un peu, je vois que vous êtes quand même extrêmement avancé sur certains sujets autour d'Iris. Nous, on avance aussi, on n'est peut-être pas à ce niveau encore. L'idée, ce serait de voir un peu comment vous avez organisé un peu, vous, vos moyens vos moyens humains et vos découpages autour d'Iris. Alors, on n'est pas beaucoup. Il y a Jean-Paul, en fait, en termes d'architecture, je vais dire propre interne, on est 2 personnes à travailler sur ce sujet-là. Ouais. Donc, il y a Jean-Paul Varga je pensais qui serait là avec moi aujourd'hui, mais et moi en tant que responsable de l'architecture. Et après, on a une fonction transverse, donc on implique à la fois les métiers, enfin ce qu'on appelle service applicatif et le service infrastructure dans toutes nos démarches pour pouvoir, comment dire, on a à la fois des problématiques applicatives, et on a des problématiques, enfin ou des problématiques, on a des besoins applicatifs et des besoins d'infrastructure. Donc les deux travaillent avec nous dans les comités d'architecture. Et après, on est accompagné effectivement par des sociétés. Alors donc, je disais sur la partie plutôt architecture d'entreprise, pour l'instant, je suis plutôt accompagné par la société Talent qui m'accompagne sur la transformation numérique, sur la partie data, sur la partie accompagnement intersystème Iris par CGI. Donc après, on travaille de commun pour cette construction de plateforme. Voilà, c'est complexe parce que on n'est pas beaucoup et en même temps, c'est ce que je disais aussi, c'est ce qui est super important, je ne l'ai peut-être pas dit, c'est que on est aussi accompagné par les équipes d'Intersystème. C'est ce qui est intéressant dans la démarche, c'est que quand on présente des schémas, ils nous les challengent. Quand on travaille sur des besoins, ils sont présents aux côtés de nous. Quand on doit développer, quand on doit installer, qu'on a des problématiques, le support est toujours très présent. Donc ça aussi, c'est important dans la démarche parce que je pense que sans un éditeur très présent, on aurait eu du mal à construire tout ça. Ok, bah merci, c'est très clair en tout cas. Et puis je confirme quand même la présence de l'équipe Intersystem, toujours à nos côtés dans les moments de plaisir et dans les moments plus difficiles. Donc, C'est pas fini, Philippe. oui, c'est pas fini. Oui, merci à vous. On a d'autres personnes qui ont levé la main, donc je prends dans l'ordre. J'ai vu Morad Elfassi qui a levé la main. Je vous laisse débloquer votre micro. Bonjour, oui, Morad Elfassi, donc responsable de la data chez Damar. Donc nous, on n'est pas chez Intersystem. On a fait le choix d'aller chez Google Cloud. Donc on a les mêmes problématiques que VNF. On est
siloté, on a un vieux legacy, on est en train de mettre en place effectivement la première couche, la deuxième couche, la troisième couche d'exposition de la donnée. Moi, ma question était de savoir, au-delà de la plateforme data, quels étaient les outils que vous avez mis en place sur la partie middleware. J'entends sur la partie middleware le SB, l'API Manager, voilà. On est sur la plateforme. Vas-y. Pardon. Sur la plateforme Iris, ça nous sert de plateforme d'échange, effectivement, USB. Et sur la partie API Manager, on est sur Kong, qui est préconisé qui fait partie du package, je crois, Iris. Hein. Oui, en fait, c'est livré avec Iris. Dès l'instant où vous avez Iris, vous bénéficiez d'une licence Kong Enterprise pour tout ce qui est API Manager. Voilà. Donc, c'est pas en marque blanche, hein, c'est-à-dire qu'on vend Kong en même temps que vous avez la licence Iris. Que vous l'utilisiez ou pas, en fait, si vous souhaitez avoir un API Manager, ça fait C'est partie. dommage de ne pas l'utiliser. Mais... Ok. Il faut simplement le demander. Donc, je ne sais pas si ça a répondu à votre question par rapport à... Si, complètement. Je me permets parce que j'ai la parole. Iris est déployé sur quel cloud? Uniquement de l'Azure ou on a la possibilité de choisir? On est sur toutes les marketplaces. Alors, on est sur AWS, Azure ou Google Cloud, sur ces trois, sur GCP aussi bien que voilà, AWS ou Azure. On est aussi sur tous les clouds privés, d'accord? Donc là, évidemment, et on est toujours en mode hybride, c'est-à-dire que au-delà de... Alors, vous pouvez acquérir la licence Iris sans passer par Intersystem. Si vous passez sur Google Cloud, vous allez sur... c'est fait pour. Hein, puis vous pouvez aussi, bien sûr, arriver avec ce qu'on appelle le BIOD, Bring Your Own License, auquel cas vous achetez la licence et que vous décidez de déployer dans le cloud. C'est libre à vous de faire comme vous le souhaitez. D'accord. Merci. Je vous en prie. J'ai entreaperçu, mais je ne sais pas si c'était voulu, une main qui s'est levée de Jean-Paul Varga. Ah, Si c'est voulu, il est là. vous pouvez Bonjour. parler. Non, c'était juste pour dire que j'étais là, mais c'est tout. Ah, Voilà. merci pour un coucou. Voilà, c'est ça. Je crois qu'il y a une autre question dans le fil posée. Alors, dans le chat, je n'ai pas regardé s'il y en avait. Oui, exactement. Donc, comment gérez-vous les habilitations sur les données et à moins qu'on ne parle que des données ouvertes à tous? Alors, je peux commencer à répondre avant Ouais. que Benoît précise. De manière générale, enfin, dans Iris, on a un modèle RBAC, enfin, Role-Based Access Control, donc assez classiquement. La particularité après, je le précise parce que ce n'est pas tout le temps disponible, c'est qu'on peut gérer la sécurité de manière très fine, aussi bien de manière horizontale que verticale. Quand on parle de manière horizontale, en fait, on a un row-level access security, ce qui fait que une même personne, en fonction des rôles qu'elle va recevoir, ne va pas, quand elle fait un select physiquement sur une table, ne verra que les lignes qui lui sont assignées. Donc ça permet aussi de très facilement simplifier l'approche de la sécurité de la data, chaque personne ne voyant, en fonction des rôles qui lui sont attribués, que les données, encore une fois, qui lui sont possibles. Donc un manager verra plus de données qu'un employé qui n'est censé voir que les données de son département, etc. Donc ça, c'est le rôle Level Access Security. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question de Jean-Marc, puis peut-être que Benoît peut compléter par rapport à son cas d'usage. Tout ce que je peux dire, c'est qu'en termes de sécurité, on utilise effectivement la plateforme pour sécuriser nos données, donc ça et les outils adéquats. Après, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a fait, nous on a un RSSI, donc responsable sécurité qui dépend de l'ANSSI, donc c'est aussi des principes et nos schémas sont à chaque fois validés par notre RSSI et avec le support de l'ANSSI. Donc ça, c'est aussi des gages. Et ensuite, ce qu'on a fait aussi, c'est que au travers de notre plateforme, elle est accessible sur des environnements, enfin, sur des axes différents, que ce soit les API externes ou les API internes. Donc on n'accède pas par le même chemin. Donc on sécurise aussi, on n'expose pas les mêmes données à l'externe qu'à l'interne. Voilà, donc je ne sais pas si je réponds à tout, mais je pense Oui, que merci. Les réponses sont très satisfaisantes, mais j'avais une autre question, si je peux la placer. C'est à propos de l'accessibilité à des données en temps réel à travers cette plateforme.
vous avez parlé de temps réel humain. Est-ce que vous l'avez mis en œuvre côté VNF? On a vraiment cette problématique de concentrateurs de données multimétiers, dont certaines ont un intérêt fort à être proche temps réel, en particulier pour des applications cellules de crise et des choses comme ça. Je suis à la Compagnie nationale du Rhône. Voilà, on a beaucoup de questions en commun avec VNF. Oui. Après, ça dépend de ce qu'on appelle temps réel. Donc, on est en pseudo-temps réel parce qu'effectivement, temps de transition entre les capteurs et ce qu'on va exposer, on peut dire c'est du temps réel. Non, ma question, c'est surtout que, en fait, enfin, c'est peut-être une mauvaise approche, mais notre idée, c'était de partir des données des bases de production des applications et de remonter ça dans des systèmes décisionnels, mais qui peuvent avoir justement besoin de réactivité temps réel sur ces données, comme une cellule de crise en cas de crue, par exemple. Est-ce que vous êtes sur le même schéma, c'est-à-dire est-ce que vous captez les données des applications opérationnelles pour les remonter et amener à la décision en cellule de crise, par exemple? Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut le faire avec un temps réel humain, comme vous disiez. On n'est pas à la seconde, pas forcément non plus à la minute, mais on a besoin de prendre des décisions rapidement face à une montée de crue ou des choses comme ça. Voilà. Alors, j'ai envie de dire, c'est pas des cas d'usage qu'on a expérimenté pour l'instant, donc je vais être transparent, mais on est quand on pense à construire la plateforme, on est dans ces perspectives, parce que moi, je rappelle quand même que sur nos postes de contrôle, ce qu'on veut aussi, c'est, enfin, il y aura énormément de capteurs qui remonteront de l'information temps réel pour des actions d'alerte ou des actions qui demandent une réaction immédiate. Quelqu'un dans un bassinet ou dans un sachet qui tombe à l'eau, on doit arrêter la manœuvre, c'est automatique. On a besoin que ces remontées d'alerte soient immédiates. Après, moi, je pensais plus, notre problématique, c'est plus par rapport aux time series qui sont nécessaires d'analyser en cellule de crise. Voilà. Mais dans toutes les expérimentations, on passe forcément par effectivement des bases de time series et ça permet effectivement, c'est des rapidités d'exécution sur ces bases. Par contre, je vous avoue quand même que par rapport à notre legacy, on n'est pas encore arrivé à cette utilisation. On l'a utilisé dans nos expérimentations que je vous ai montrées en fait. D'accord, ok. Voilà. Parce que la question qui se pose, c'est de savoir s'il doit y avoir duplication de la donnée pour pouvoir travailler sur du décisionnel. C'est un peu les schémas que vous avez montrés. Il y a toujours quelque part de la duplication de la donnée. Mais pour la donnée en temps réel, c'est un peu compliqué de faire cette duplication, et surtout pour des données qui sont en gros volume. Voilà. Oui. C'est une très bonne question. Ouais. Et on a une autre approche. Alors, par rapport aux expérimentations VNS, c'est très intéressant, puisqu'on voit que justement, comme je le disais, sur la data fabrique, il ne suffit pas d'avoir une data plateforme qui fait tout. Et là, on est vraiment sur le cas d'usage des VNF sur un ESB. D'accord, c'est comme ça que c'est comme ça qu'est essentiellement aujourd'hui mis en œuvre Iris. Peut-être que ça va évoluer dans le temps. C'est en train d'évoluer, notamment, je reprends le cas de Philippe Lesquer tout à l'heure, qui est intervenu à la NCV, c'est qu'ils ont eu beaucoup de patterns en termes de typologie sont très très proches de ce qui s'est passé au VNF. La NCV a aussi déployé d'abord la technologie qui s'appelait Ensemble et qui sont en train de migrer à Iris, on l'a entendu. Et c'était le cas aussi récemment des VNF, ils ont migré en janvier 2021, donc c'est tout à fait frais à Iris. Mais sur des problématiques d'interop. Il se trouve qu'Iris, on l'a vu, n'est pas que dans l'interop. Donc, et c'est ce qui a commencé à arriver, c'est que des référentiels, du stockage sert aussi à Iris. Et là, il n'y a plus besoin de duplication pour répondre franchement à la question. C'est-à-dire que si vous vous servez d'Iris en tant que repository de vos data, sur les time series ou autres, alors on est en train, sans dévoiler de secret, c'est à l'étude, à notre R&D de fournir toutes les
fonctionnalité de time series dans Iris. Donc, c'est pas encore disponible aujourd'hui dans la version actuelle d'Iris en prod, mais ça fait partie des sujets d'étude puisqu'on est database multimodèle. Mais dans les multimodèles, on entend aussi multifonctionnalité. Donc, on sait faire du key value, mais on ne sait pas apporter tout ce qu'apporte le time series en termes d'agrégat sur des données temporelles. Donc, ça, c'est à l'étude. Mais il n'empêche qu'on a déjà des partenaires et des références qui font du vrai temps réel, sans duplication de data. Autrement dit, d'être capable de faire des requêtes décisionnelles sur des données qui sont en train d'arriver en prod, sur une instance physiquement unique. Après, cette instance, si pour des raisons de performance, on a besoin de la dupliquer, là, on est capable de la mirrorer. Ce n'est pas la même chose que de faire de D'accord, c'est des systèmes comme Golden Gate, par exemple, ou des choses comme ça. Exactement. Là, on n'est plus dans l'ETL, il n'y a plus de transformation, il n'y a plus de chargement, etc. C'est la même data, au sens modélisation, qui est partagée entre un système qui alimente en temps réel. C'est effectivement une solution qu'on a envisagée. Ouais. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous. Je ne sais pas si on a encore quelques questions, puisqu'on a quand même pas mal dépassé, mais c'est que c'était un sujet très intéressant. Donc, je pense que s'il y a d'autres questions, Intersystème et VNS se tiennent à la disposition des participants. Moi, de mon côté, je voulais remercier donc nos intervenants, parce que sans vous, le webinaire, rien n'aurait pu être fait. Et remercier aussi tous nos participants. Pour nos participants, vous pouvez nous retrouver. Alors, le prochain webinaire, c'est le 9 novembre. Et côté événement présentiel, c'est le 18 novembre sur un sujet Digital Workplace. Je laisse un petit mot aussi de conclusion à nos intervenants. Bien, merci Léa. Benoît? Moi, je voulais juste, c'est intéressant de pouvoir partager. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup parlé, donc j'espère que vous avez compris un peu ce qu'on est en train de mettre en place. Ça peut servir effectivement. Moi, comme je l'ai mis dans un de mes schémas, en fait, on essaie d'ouvrir un maximum nos écosystèmes. Donc moi, je suis tout disponible à partager plus avant les expériences de chacun et c'est aussi comme ça qu'on avance en fait. Voilà. Merci Benoît. Moi, en mot de conclusion, si vous souhaitez rencontrer Benoît en présentiel, je vais lancer un scoop. Il sera présent à nos côtés au Supply Chain Event qui aura lieu du 24 au 25 novembre à la porte de Versailles. Et on aura un témoignage cette fois en présentiel, ça change du webinaire, avec Benoît. Donc, il n'y aura pas que le Benoît, il y aura d'autres intervenants aussi. Mais donc, si vous souhaitez avoir un échange physique avec lui, venez nous rendre visite sur ce salon. Merci à tous vraiment pour votre présence. C'était, je pense, fort intéressant, enfin, en tout cas de mon point de vue. Donc, j'espère que vous avez pris le même plaisir que nous. Et à très bientôt. Merci et bonne journée. À bientôt. Merci à tous. Merci bien.